Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Azriel. Il habite à Kiryat Ata, une municipalité de l'agglomération de Haïfa dans le nord-ouest d'Israël. C'est un jeune homme d'apparence simple, il est à peine âgé de 30 ans, il est marié depuis de longues années et il est déjà heureux père de nombreux enfants dont le plus grand a 10 ans. Le couple a un mode de vie très simple, la famille se construit autour de la Torah qu'Azriel étudie, le jeune père de famille a le privilège de pouvoir consacrer ses journées à étudier la Torah. Et ce soir-là, Azriel et son épouse dînent autour d'un repas très peu copieux. Et ils remarquent ensemble au détour d'une conversation que leurs dépenses sont importantes ces derniers temps. En revanche, leurs revenus très maigres et la banque commence à leur mettre la pression. Et là, très rapidement, ils arrivent ensemble à la conclusion de ne surtout pas toucher même pas d'un quart d'heure aux heures d'étude de la Torah d'Azriel qui sont le pilier de leur foyer. Et après réflexion, le jeune papa décide de renoncer à ses 2 heures de pause de l'après-midi, le moment où il est à la maison, entre 13h30 et 15h30. Il va consacrer maintenant ces 2 heures à travailler en économisant l'argent de ce salaire. Il pourra augmenter ses revenus sans porter atteinte à la valeur sacrée de leur foyer, l'étude de la Torah. Son épouse s'inquiète parce que son mari a des journées intensives, mais elle respecte son choix, il faut trouver des solutions et il en a trouvé. Azriel se met à rechercher un emploi, il entend parler d'une grande usine de tapis dans la zone industrielle où l'on cherche un ouvrier pour des petits boulots. Il propose sa candidature, le patron de l'usine le reçoit, les 2 hommes discutent, les conditions de travail d'Azriel sont acceptées, son patron décide de le recruter à raison de 2 heures par jour. Azriel, ou plutôt Rabbi Azriel, renonce à son repos quotidien, mais pas à sa Torah, le cœur de son existence. Chaque après-midi, il va à l'usine, il exécute les tâches qui lui sont imposées, le revenu mensuel n'est pas élevé, mais il aide le foyer à rééquilibrer les comptes. Un jour comme un autre, Azriel arrive aux portes de l'usine à 13h30, mais il sent qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a une tension inhabituelle. Les employés de l'usine sont réunis dehors et parlent à voix basse, le visage sombre. Il apprend rapidement des employés qu'un riche producteur turc révolutionne actuellement le marché des tapis. Et après 20 ans de recherche et conception, il a créé une machine de la taille d'un appartement de 4 pièces qui accélère le travail dans les usines de tapis et accroît énormément le rendement. Et donc après avoir réussi à la créer pour lui-même, il l'a brevetée et mise sur le marché. Et donc Nati, le patron de l'usine où travaille Azriel, achète la machine contre une somme faramineuse. Il n'y en a aucune dans tout le pays en Israël. C'est un investissement colossal pour l'usine qui va augmenter sa production de façon exponentielle et lui permettre d'accélérer sa croissance. Et aujourd'hui, c'est le jour J. La machine a été livrée à l'usine. Azriel ne comprend pas la réaction abattue de ses collègues. Pour lui, cette machine ne menace pas les emplois, au contraire. Alors il leur demande, mais d'après ce que vous me racontez, c'est une excellente nouvelle, c'est un jour de fête. Pourquoi tout le monde fait la tête? Et là, les employés regardent le sol et l'un d'eux lui répond, la machine mesure 6 mètres de haut. Les 3 mètres inférieurs contiennent le moteur et le dessus de la machine. Pour l'actionner correctement, il faut la placer à 3 mètres de profondeur dans le sol et le patron s'y est bien préparé. Dans la salle centrale de l'usine, il y a fait creuser un grand trou de la taille de la largeur de la machine, d'une profondeur de 3 mètres dans la terre. Le projet, c'était de faire venir le camion qui devait acheminer la grande machine et une grue devait faire descendre la machine depuis le camion jusque dans le trou au centre de la salle. Mais il y a un gros problème qui est apparu et c'est insoluble, c'est une cata. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le patron va devoir liquider la société et nous mettre à la porte. Qu'est-ce qu'on va manger? Azriel ne s'alarme pas, mais il veut comprendre. Vous m'avez parlé d'un gros problème insoluble. C'est quoi le problème? Et là, il y a un chef d'équipe qui lui dit « Eh bien, en fait, la grue a une puissance limitée. Elle est capable d'insérer la machine dans la grande salle, de la placer précisément au-dessus du trou où elle doit entrer, mais le bras de la grue n'est pas en mesure de se plier vers le bas et de faire descendre la machine lentement au fond du trou. Donc, soit le chauffeur de la grue dépose la machine au-dessus du trou, et dans ce cas-là, la machine tombe et s'écrase, soit il faut détruire l'étage supérieur de l'usine et ouvrir le toit, et de là, la grue pourra faire entrer la machine lentement, mais la perte financière va être immense. Dans tous les cas, l'activité est menacée par cette machine que nous sommes incapables d'installer. Et là, Nati, le patron, est à l'intérieur de l'usine avec une équipe de spécialistes qui n'ont aucune idée pour faire face au problème. Azriel saisit l'étendue du problème maintenant, il réfléchit quelques instants avec un visage très concentré, et il sort son livre de Teilim, de psaumes, et il récite quelques psaumes avec une grande exaltation. Et d'un coup, il embrasse son livre, il le referme, il le range dans la poche de sa veste et il entre dans l'usine. Il va voir Nati, le patron de l'usine, il y a la tension qui se lit sur son visage,
Et Azriel lui dit, « Monsieur le directeur, je pense avec l'aide de Dieu avoir une solution au problème. » Le propriétaire de l'usine le regarde d'un air un peu méprisant, moqueur, compatissant, je ne sais pas comment vous voulez dire ça, mais il lui dit, « Mon pauvre Azriel, tu es mon ouvrier le moins qualifié, tu pourrais réussir là où les plus grands spécialistes ont échoué. Allez, je crois pas. » Mais là, Nati voit qu'Azriel n'a pas tellement envie de rire, le patron réfléchit un instant et répond à moitié en plaisantant, « Allez, dépêche-toi. Dis-moi ton idée de sage du Talmud, dis-moi ce que tu as à proposer. » Azriel éclaircit sa voix, expose son plan. Il lui dit au départ, il faut s'assurer que la machine est bien fermée, bien hermétique, que rien puisse pénétrer, surtout pas de l'eau. Ce qu'il faut ensuite, c'est obtenir de grands cubes de glace, pas de simple glace, mais une glace solide qui tient le coup pendant de longues heures, même s'il fait très chaud. J'ai entendu un jour qu'il est possible de congeler fortement de l'eau par le biais d'un mélange de sel et de produits chimiques mélangés à l'eau. Il faudra obtenir une grande quantité de cette glace qu'on va placer dans le trou jusqu'à le remplir totalement au niveau du sol de la salle, exactement au même nivellement, quitte à la couper. On va faire entrer la grande machine avec la grue et le conducteur de la grue va déposer la machine juste sur la glace, au-dessus du trou. La machine va être disposée précisément au bon endroit, mais elle ne va pas tomber à l'intérieur parce que les blocs de glace vont empêcher. Cette glace solide se mettra à fondre lentement, pas brusquement, parce qu'il s'agit d'une glace d'un niveau de congélation exceptionnel. Et donc, 1 cm après l'autre, la machine va s'enfoncer progressivement dans le trou, jusqu'à ce qu'elle se place au bon endroit, à une profondeur de 3 mètres sous la terre, sans s'abîmer, jusqu'à ce que la glace ait entièrement fondu et que la machine soit précisément à sa place. Et là, on entend des réactions enflammées de partout. Certains trouvent l'idée complètement saugrenue, d'autres géniale. La joie succède à la tension. Nati est surpris que l'idée n'est pas si inintéressante sur le papier. Il la propose aux spécialistes. Ils se concertent, ils trouvent l'idée excellente, surtout qu'il n'y a rien à perdre. On va la tenter. Dans tous les cas, il faut se décider parce que l'activité est à l'arrêt. Au pire, la machine sera hors service si la solution proposée par Azriel n'est pas viable. L'information circule parmi les employés. En quelques minutes, tout le monde exprime son admiration pour l'idée de génie de l'Avrer, cet étudiant en Torah. Tous ces employés qui ont grandi loin de la Torah réalisent que la grandeur de la sagesse de la Torah, un Kiddush Hashem énorme. Et pendant ce temps-là, tout le processus qui dure des heures, on cesse de louer et de complimenter cet employé qui a trouvé cette idée brillante. Quand les blocs de glace arrivent, Azriel est déjà retourné au kollel. Là-bas, il étudie la Torah. Est-ce que ça a marché? Ça, Azriel, il ne sait pas. Le lendemain, quand il arrive à l'usine à 13h30, un bouquet de fleurs, une lettre de remerciement l'attendent dans le casier de son vestiaire. Le propriétaire de l'usine l'attend également, tout ému. Il demande à Azriel de l'accompagner et il lui montre la machine qui a presque fini de s'enfoncer jusqu'en bas, avec la glace qui a bientôt fini de fondre. Nati propose également un généreux bonus pour récompenser son employé Azriel, mais il renonce. Il lui dit « Je suis heureux que l'usine puisse poursuivre son activité, augmenter sa productivité. Je prie Hachem qu'il vous fasse prospérer. » Le jour de sa paye arrive, Azriel il arrive à la banque et il découvre qu'une somme de plusieurs dizaines de milliers de shekels a été versée sur son compte en banque. Il comprend qu'il a reçu quand même un sacré bonus. Il va voir Nati pour le remercier et il lui fait une demande spéciale. Il lui dit « Monsieur le directeur, avec une telle somme, je peux de nouveau me consacrer à ce que j'ai de plus cher et de plus précieux au monde, l'étude de la Torah. Vous m'en voulez pas si je démissionne ?» Nati ne veut pas retenir Azriel contre son gré, même s'il est triste du départ de l'employé brillant. Il lui dit « Tu seras toujours le bienvenu pour travailler dans mon usine. Je t'appellerai si j'ai besoin de conseils. » Et dès le lendemain, avec l'accord de son épouse, il reprend son étude comme il désirait, à temps plein, avec les problèmes financiers en moins qui sont durablement résolus. Rabbi Avraham Genachowski, un rosh yeshiva en Israël, un directeur d'une institut talmudique, a l'habitude de raconter cette histoire à ses élèves. Car Azriel est précisément l'un de ses élèves. Et il leur demande d'en tirer 3 leçons pour la vie. La première leçon, c'est l'intelligence que la Sainte Torah confère à ceux qui étudient la Torah Leshem Shamayin au nom du ciel. La deuxième leçon, c'est qu'on est souvent désemparé quand on fait face à des défis spirituels et matériels dans notre vie. Cette anecdote nous montre qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours une solution. Il suffit d'intensifier ses prières et demander au Créateur qui confère lui l'intelligence, puisque cette bracha, on l'a fait dans la Hamida, Atachonen le Adam Da'at. C'est à lui de nous trouver une solution.
Et la troisième leçon, c'est que tout comme la machine posée au-dessus de la glace, notre cœur est également entouré de grands blocs de glace. Cette glace est formée par le mauvais penchant qui empêche la émouna, la foi pure, d'accéder aux profondeurs de notre cœur. C'est en nous éveillant au service du Créateur, en étant humble, en éprouvant une dépendance totale à l'égard de Dieu que la glace se mettra à fondre et la émouna, la foi en Dieu, pourra pénétrer dans tous les recoins de notre cœur. Shabbat Shalom.